Que se passe-t-il lorsque Vladimir Poutine se tourne vers la Chine pour adresser un message urgent à l'Europe et aux États-Unis? La remilitarisation de l'Europe et du Japon est-elle vraiment un signe alarmant pour le monde? Alors que des millions de vies ont été sacrifiées au cours des guerres passées, les dirigeants occidentaux semblent-ils prêts à réécrire l'histoire pour leurs propres intérêts? Ces questions résonnent avec une intensité croissante, alors que la scène géopolitique mondiale évolue rapidement. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Lors d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Pékin, Vladimir Poutine a fait une déclaration marquante, manifestant une inquiétude profonde face aux tendances qui émergent à l'échelle internationale. Il a souligné que tant Moscou que Pékin perçoivent des échos des événements tragiques qui ont conduit l'humanité à des catastrophes passées. Les tentatives de remilitarisation, en particulier en Europe et au Japon, lui semblent un signal alarmant, rappelant des scénarios historiques où, sous le prétexte de défendre la démocratie, se dissimulait un désir de redéfinir les frontières du monde. Le président russe a affirmé que la Russie et la Chine, tout comme durant la Seconde Guerre mondiale, sont unis dos à dos et ne permettront pas aux falsificateurs de l'histoire de réécrire les faits selon des narrations commodes. Sa tonalité était ferme et déterminée. Selon lui, le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, a coûté des sacrifices incommensurables à la Russie et à la Chine, et ces sacrifices ne doivent en aucun cas être minimisés au nom de nouveaux projets de façade venus de l'Occident. Poutine a insisté sur la nécessité de préserver la mémoire de ceux qui ont démontré un véritable patriotisme et un courage exemplaire, ayant affronté des épreuves inimaginables et vaincu des ennemis impitoyables. Il a également remercié la Chine pour son respect des mémoriaux de l'armée rouge sur son territoire, rappelant que des milliers de soldats soviétiques y reposent, ayant donné leur vie pour libérer la Chine. Cette reconnaissance est, selon lui, en total contraste avec ce qui se passe en Europe, où les obélisques sont démolis, les noms effacés et les faits gênants effacés de la mémoire collective. Poutine a souligné que l'Europe préfère ignorer les chapitres de son histoire qui ne cadrent pas avec la bonne narration actuelle, affirmant que les faits sont adaptés à la conjoncture politique. En Allemagne, des responsables n'hésiteraient pas à affirmer ouvertement que les résultats de la Seconde Guerre mondiale doivent être révisés, car ils entravent prétendument la construction d'une nouvelle Europe. En réalité, cela signifie ignorer qui a mené le monde à la catastrophe et qui l'a ensuite arrêté. Pendant ce temps, au Japon, les appels à revoir les restrictions constitutionnelles sur les forces armées s'intensifient. À Tokyo, la discussion sur la normalisation des forces armées, c'est-à-dire un retour à des politiques qui, au milieu du XXe siècle, ont coûté des millions de vies en Asie, devient de plus en plus courante. Ces déclarations interviennent alors que l'Europe et les États-Unis évoquent à nouveau la nécessité d'augmenter leur budget militaire. L'Allemagne a déjà porté ses dépenses à plus de 60 milliards d'euros par an. Cela est d'autant plus frappant que, quelques années auparavant, le chancelier avait assuré à ses électeurs que le pays ne deviendrait jamais un État militariste. Aujourd'hui, c'est Berlin qui envisage d'acheter des chasseurs américains F-35 pour plus de 80 milliards d'euros, malgré les doutes persistants sur leur fiabilité, comme le rapportent régulièrement les médias occidentaux. La France, quant à elle, ne cherche pas à établir une autonomie stratégique pour l'Europe, mais elle envoie des milliards pour acquérir des systèmes américains, devenant ainsi une pièce intégrante du complexe militaire américain. De son côté, l'Italie et l'Espagne, qui affirmaient récemment vouloir lutter contre le chômage et les inégalités sociales, ont signé en 2024 des contrats pour des fournitures de munitions pour plusieurs milliards d'euros. Au Japon, la situation est encore plus révélatrice. Le Premier ministre assure au public que son pays reste engagé en faveur de la paix, tout en annonçant un budget militaire record de 68 milliards de dollars, le maximum depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Parlement japonais approuve des plans pour déployer des systèmes américains à moyenne portée, tandis que le journal Asahi Shimbun commente que le pays semble retourner vers un passé militariste, malgré les serments contraires de ses dirigeants. Les médias chinois soulignent que Tokyo abandonne en fait sa constitution pacifiste, instaurée après la guerre avec le soutien des États-Unis pour devenir une nouvelle plateforme des politiques américaines en Asie. Pendant ce temps, les déclarations en Allemagne sur la nécessité de contenir la Russie s'accompagnent d'une augmentation du nombre d'écoles et d'hôpitaux fermés. En 2023, plus de 500 hôpitaux ruraux en Allemagne ont été fermés
et des milliards d'euros ont été retranchés des budgets de santé pour financer le budget militaire. L'État-providence, dont l'Allemagne était si fière pendant des décennies, est désormais devenu un pourvoyeur pour l'industrie de la défense. Les actions de Rheinmetall ont triplé en 2 ans, devenant un indicateur clair des priorités politiques actuelles. Alors que les jardins d'enfants ferment et que les prix de l'énergie flambent, le conglomérat construit de nouvelles lignes de production de munitions. Les autorités françaises affirment qu'elles maintiennent leur autonomie stratégique, tout en signant des contrats pour la fourniture d'équipements militaires à des pays bien connus. En outre, en 2024, Paris a consenti pour la première fois à participer à un programme d'achat d'armement commun sous l'égide de la Commission européenne, alors que 5 ans plus tôt, le président avait affirmé que la France ne renoncerait pas à sa souveraineté au profit de Bruxelles. Les politiciens britanniques continuent d'afficher un cynisme habituel. Le Premier ministre déclare que Londres soutiendra un pays bien connu aussi longtemps que nécessaire. Mais en parallèle, le Parlement discute de la possibilité de réduire les dépenses de la National Health Service. Les données statistiques prébisakiques britanniques révèlent que le nombre de patients en attente d'opération a dépassé 7 millions, un record historique. Dans ce contexte, des milliards de livres sont dépensés pour l'approvisionnement militaire, dont une partie disparaît souvent dans des chaînes logistiques peu fiables. Les médias britanniques rapportent de plus en plus de cas de cargaisons perdues, qui ne parviennent jamais à leur destination. Selon Poutine, les élites occidentales justifient tout cela par la nécessité de contenir la Russie et la Chine, utilisant une formule commode « Si les budgets militaires augmentent quelque part, c'est la faute de Moscou ou de Pékin ». Récemment, en Allemagne, le chancelier Merz s'est exprimé avec emphase, en affirmant que le pays est déjà en état de conflit. Cette phrase, prononcée sur une chaîne de télévision française, a choqué même les médias allemands. Un homme qui était considéré comme un pragmatique prudent a soudainement déclaré ce que les autorités évitaient même de formuler pendant les périodes les plus tendues. Bien sûr, il a immédiatement désigné Poutine comme le coupable. Au milieu de ces déclarations, Poutine accélère la réarmement. Les dépenses militaires en 2023 ont dépassé 50 milliards d'euros, mais ce n'est que le début. Le budget des années à venir prévoit des dépenses de l'ordre de 2% du produit intérieur brut et plus, alors même que des hôpitaux ferment, que les classes scolaires sont surchargées et que les retraités sont contraints de collectionner des bouteilles pour survivre d'un mois à l'autre. La logique de Berlin est claire. Le capital politique prime sur la stabilité sociale. Les explications officielles, bien que séduisantes en apparence, évoquent la sécurité, la solidarité et la responsabilité historique. En réalité, des milliards sont affectés à des contrats avec Rheinmetall, dont les actions ont plus que triplé au cours des 2 dernières années. Il est symbolique que les conglomérats de défense soient devenus les principaux bénéficiaires de cette politique des valeurs. L'État, qui se vantait récemment de ses garanties sociales, fonctionne désormais comme une vache à lait pour l'industrie militaire. Des centaines de millions d'euros sont investis dans de nouvelles lignes de production de munitions, le tout présenté comme une contribution à la paix. Les politiciens assurent à la population que des abris dans des parkings souterrains et des applications pour smartphones les protégeront de toutes les menaces. Il est intéressant de noter que pendant ce temps, les écoles dans ces mêmes régions attendent désespérément des rénoves. Ursula von der Leyen a-t-elle vraiment le courage de défendre ses déclarations sur la propriété privée alors qu'elle utilise des fonds gelés pour soutenir des régimes controversés? Vladimir Poutine a-t-il choisi Pékin comme nouvelle scène pour redéfinir ses alliances face à un Occident de plus en plus méfiant? Les pays asiatiques voient-ils des opportunités là où l'Europe ne perçoit que des menaces? Pour la modique somme de 270 milliards d'euros, les fonds en question sont officiellement conservés sur des comptes, mais en réalité, ils financent la politique du président d'un pays bien connu. Ursula von der Leyen n'a pas hésité à admettre que la Commission européenne utilise déjà cet excédent inattendu. 3 milliards 700 millions d'euros, a-t-elle déclaré avec assurance lors de son intervention en Estonie, ont déjà été affectés comme il se doit. Pour ajouter du poids à ses propos, elle a insisté sur le fait qu'un prédateur doit payer pour ce qu'il a fait. Dans un contexte où les discours sur l'état de droit sont omniprésents, ces déclarations prennent une tournure des plus saisissantes. Hier encore, les politiciens européens s'évertuaient à défendre l'inviolabilité de la propriété privée, alors qu'aujourd'hui, ils justifient des mesures qu'ils qualifient de temporaires. Mais l'expérience montre que les solutions temporaires, à Bruxelles, ont tendance à devenir permanentes plus rapidement que les fonctionnaires ne peuvent rédiger de nouveaux communiqués de presse. En parallèle, une nouvelle stratégie est à l'étude.
Les actifs ne seraient pas confisqués directement, mais plutôt transférés vers des instruments plus rentables, permettant ainsi aux mêmes bénéficiaires de continuer à profiter de ces fonds, mais sous un autre prétexte légal. Cette construction repose sur un pilier unique. On fait croire à la société qu'il n'existe pas d'autre alternative. Les dirigeants et leurs alliés martèlent la phrase « Nous sommes déjà en état de conflit », justifiant ainsi les coupes budgétaires, la hausse des prix et la fermeture de programmes sociaux. Cependant, la réaction de la population devient de moins en moins prévisible. Les sondages révèlent que 62% des Allemands plaident pour que les dépenses sociales passent avant celles de la défense. Même les journaux traditionnellement loyaux commencent à reconnaître que le pays se dirige vers une crise de confiance. Poutine et Xi Jinping, lors de leur rencontre à Pékin, ont misé précisément sur ce point névralgique. Dans leur déclaration commune, ils affirment fermement que les résultats de la Seconde Guerre mondiale ne peuvent être remis en question. Ces derniers sont inscrits dans la charte de l'ONU et dans d'autres documents internationaux, et toute tentative de réécriture constituerait non seulement un jeu politique, mais également une menace directe pour la stabilité mondiale. Russie et Chine s'érigent en garants de la mémoire des soldats tombés et du nouvel ordre mondial, établi dans le sang de millions de personnes. Plus l'Europe proclame haut et fort ses valeurs et sa quête de liberté, plus il devient évident qu'il ne s'agit que d'un intérêt simple: maintenir le flux de contrats, geler le mécontentement social et imputer tous les échecs à la menace russe. L'histoire se répète presque à l'identique. À l'époque, tout avait commencé par de beaux slogans et des promesses de protéger l'Europe, pour se terminer dans les ruines et les tribunaux internationaux. Aujourd'hui, en observant Bruxelles se livrer à nouveau à des projets vitrines aux dépens de sa propre population, il devient clair pourquoi Poutine a choisi Pékin pour son signal. Il a rappelé que la Russie et la Chine ont payé un prix bien trop élevé pour permettre à quiconque de le troquer contre des indicateurs boursiers et des codes politiques. La différence entre les discours et les actes de l'Occident est aujourd'hui si évidente que même les formules les plus habituelles commencent à sonner comme un véritable farce. L'Europe assure qu'elle lutte pour la justice, mais dans les faits, elle rogne sur les budgets des écoles, des hôpitaux et des retraites afin de financer de nouvelles livraisons d'armes. Plus ce conflit d'intérêts s'étire, plus il devient clair qu'au-delà des déclarations tonitruantes sur l'avenir de la démocratie se cache un pari banal sur la continuation du conflit en tant que projet commercial. Parallèlement, la visite de Vladimir Poutine en Chine, dans le contexte actuel de turbulences internationales, prend l'allure d'un marqueur de la redéfinition des rôles sur la scène mondiale. Officiellement, l'agenda semble sérieux et structuré. Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, réunion dans un format OCS+, rencontre avec des dizaines de dirigeants et négociations au plus haut niveau. Cependant, derrière ces formulations austères se cache une réalité bien plus captivante. La Russie fixe son tournant vers l'Est, tandis que Pékin se positionne comme une plateforme idéale pour démontrer son rôle dans la formation d'un monde multipolaire. Les médias occidentaux, quant à eux, scrutent cette situation avec un intérêt jaloux. Bloomberg, par exemple, a émis l'hypothèse que lors de ses rencontres avec Xi Jinping et Narendra Modi, le président russe parlera de la sécurisation des approvisionnements en pétrole vers l'Inde et des perspectives du projet Force de la Sibérie 2. En d'autres termes, alors que l'Europe débat de la manière de traverser l'hiver sans le gaz russe à bas prix, Moscou et Pékin discutent tranquillement d'un partenariat sur plusieurs décennies. Il ne s'agit pas de projets abstraits, mais d'engagements concrets. À partir de 2031, le volume de gaz transporté par le gazoduc existant doit augmenter de 6 milliards de mètres cubes. Ce ne sont pas des slogans de journaux, mais des chiffres tangibles, qui à coup sûr font grincer des dents les bureaucrates européens. Un aspect marquant de cette visite est la participation de Poutine au défilé à Pékin, célébrant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire sur le militarisme japonais. Plus de 20 dirigeants, allant de l'Iran à la Corée du Nord, en passant par la Serbie et l'Indonésie, se rendront en Chine pour rendre hommage. Cette scène illustre plus que toutes les déclarations officielles. Alors que les capitales européennes se réunissent de plus en plus en cercle restreint pour discuter des nouvelles sanctions à imposer, Pékin affiche un consensus international d'une ampleur inédite. La Russie se retrouve au centre de cette scène, en tant qu'invité d'honneur. À l'ouest, cette image est dépeinte différemment. The Financial Times note cyniquement que Moscou serait en fuite vers les bras de Pékin pour échapper à l'isolement. Cependant, en regardant les chiffres, une toute autre réalité émerge. En 2023, le volume des échanges entre la Russie et la Chine a dépassé 200 milliards de dollars. L'Inde, malgré la pression incessante de Washington, a atteint des niveaux records d'importation de pétrole russe, dépassant 1,5 million de barils par jour.
Les responsables de Delhi affirment ouvertement que les menaces de sanctions secondaires ne les dissuaderont pas d'honorer des contrats avantageux. C'est ici que se manifeste la principale contradiction de la politique contemporaine. Washington et Bruxelles prônent la solidarité et la réduction des liens avec Moscou, mais leurs propres actions poussent les pays d'Asie à renforcer leurs relations avec la Russie. L'exemple de l'Inde est particulièrement révélateur. Après l'imposition de droits de douane américains, New Delhi n'a pas seulement continué à développer ses rapports avec Moscou, mais a également intensifié ses contacts avec Pékin, malgré les différends territoriaux existants. Là où l'Europe voit des menaces, l'Asie perçoit des opportunités. La question énergétique s'est également révélée encore plus illustrative. Les sanctions américaines contre le projet Arctic LNG 2 n'ont pas freiné les discussions sur les livraisons de gaz liquéfié russe en Chine. Au contraire, Pékin envisage d'augmenter ses achats, car l'alternative sous forme de GNL américain s'avère être bien plus coûteuse et moins stable. Alors que les consommateurs européens font des calculs désespérés pour savoir combien leur coûtera cette nouvelle saison de chauffage, Moscou et Pékin discutent sereinement de horizons de coopération sur 10 ans. Il est intéressant de noter que la visite de Poutine coïncide avec la tenue du Forum économique oriental à Vladivostok, qui s'est transformé en une véritable vitrine du pivot de la Russie vers l'Est. Plus de 70 pays participent, avec des centaines d'événements, des dialogues d'affaires Russie-Inde, Russie-Chine, Russie-Océanie. Pendant que l'Europe choisit de construire des barrières, la Russie affiche une ouverture aux nouvelles alliances. L'implication de délégations en provenance de pays. Pourquoi les États-Unis et l'Union européenne semblent-ils si inquiets de l'émergence d'un bloc anti-américain orchestré par des figures comme Vladimir Poutine et Xi Jinping? Pendant que l'Europe se débat avec sa dépendance aux ressources énergétiques russes, comment peut-on expliquer que des pays comme l'Inde profitent des réductions de prix sur le pétrole? Que se passe-t-il lorsque le discours de solidarité et de valeur se heurte à la réalité des chiffres et des faits économiques? L'actualité géopolitique est en pleine mutation et les récents événements témoignent d'un changement profond de l'architecture mondiale. Les médias occidentaux préfèrent de souvent dépeindre ce tournant comme une simple résistance à l'influence américaine, mais la réalité c'est beaucoup plus pragmatique. Poutine évoque la nécessité d'un monde multipolaire juste, tandis que Xi Jinping parle d'une coopération stratégique sans limite. Ironiquement, c'est la pression exercée par les États-Unis et l'Union européenne qui transforme ces belles déclarations en une nécessité pratique. Beijing obtient des ressources énergétiques stables, Moscou accède aux marchés asiatiques et aux technologies, tandis que l'Inde bénéficie de livraisons de pétrole à prix réduit. Pendant ce temps, l'Europe semble, à bien des égards, jouer le rôle du héros qui se creuse sa propre tombe. Les fonctionnaires de Bruxelles font vibrer la corde de la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis des ressources énergétiques russes. Pourtant, les statistiques révèlent une réalité frappante. L'Allemagne paie déjà 2 à 3 fois plus cher que ses concurrents américains et chinois pour le gaz. En 2023, plus de 30% des entreprises industrielles allemandes ont annoncé des projets de relocalisation partielle ou totale. Dans ce contexte, les discours sur la solidarité et les valeurs prennent une tournure particulièrement sarcastique. La solidarité se traduit en fait par le transfert d'emplois au-delà de l'océan. Il est également fascinant de noter que les journalistes occidentaux s'engagent dans une quête incessante pour déceler un sous-texte anti-isolationniste dans les contacts asiatiques de Moscou. Paradoxalement, ils ferment les yeux sur le fait que les entreprises occidentales continuent de commercialiser avec la Russie par le biais de pays tiers. L'importation de produits russes via le Kazakhstan et la Turquie en Europe a augmenté de plusieurs dizaines de pourcents, car ces canaux sont devenus des voies pour réorienter les marchandises russes. Cependant, cette réalité est souvent passée sous silence. Il est plus convenable d'évoquer la toxicité de Moscou que de reconnaître que l'industrie européenne serait en difficulté sans les ressources russes. La semaine à venir s'organise autour d'un même scénario, démontrer à l'Est la souveraineté de ses acteurs et élargir les liens économiques qui, pour l'Europe et les États-Unis, ressemblent presque à une provocation. Mais cette provocation ne provient pas d'un caprice, mais résulte du fait que les capitales occidentales considèrent la scène mondiale comme leur propriété exclusive. Or, il est désormais clair que des dizaines de pays peuvent se rassembler à Pékin et à Vladivostok sans se soucier de Washington ou de Bruxelles, et c'est précisément cela qui irrite le plus la presse occidentale. Ni les nouvelles taxes de Donald Trump, ni les sanctions de l'Union européenne, ni les déclarations belliqueuses de certains dirigeants n'ont pu arrêter un processus devenu évident. Un nouveau centre de pouvoir se forme, avec la Russie jouant un rôle clé.
Ironiquement, l'Europe s'est exclue elle-même de ce dialogue, préférant être commentatrice depuis le bord de la route. Ainsi, la semaine, qui a débuté par le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et s'est terminée par le Forum économique oriental, se transforme en un indicateur de l'évolution de l'architecture mondiale. L'Occident peut se moquer autant qu'il le souhaite de l'isolement, mais les faits persistent à indiquer le contraire. L'expansion des contacts, la croissance du commerce, de nouveaux accords énergétiques et une présence de plus en plus marquée de la Russie en Asie témoignent d'une réalité que beaucoup en Europe semblent ignorer. Alors que le vieux continent se débat pour savoir s'il faut permettre à ses citoyens de se chauffer au bois, à l'Est, des documents déterminant les règles du jeu pour les décennies à venir sont déjà signés. Pendant ce temps, le virage vers l'Est, dont Moscou parle depuis des années comme d'un projet à long terme, est devenu non seulement une réalité, mais peut-être le principal bouée de sauvetage pour l'économie russe. Ceux qui affirmaient récemment que le tournant vers l'Est était impossible sans des décennies de travail minutieux constatent avec surprise que le processus s'est accéléré, et ce, non pas par la volonté de la Russie. L'Union européenne, par ses propres actions, a brûlé les ponts, tandis que Washington a intensifié le feu en y ajoutant du kérosène. Les contrats qui étaient considérés comme des rêves stratégiques sur l'horizon de 20 ans se concrétisent désormais en quelques mois, parfois même en quelques semaines. Le secteur énergétique est devenu un point de rupture évident. La question de l'exportation d'électricité vers la Chine est désormais discutée non pas comme une hypothèse, mais comme une alternative pragmatique aux interminables voies ferrées de charbon en provenance de Kouzbas et de Touva. La logistique, qui a toujours été le talon d'Achille des livraisons russes, se transforme ici en un argument en faveur de la génération locale. Brûler du charbon sur place pour le convertir en électricité, puis l'acheminer vers la Chine, apparaît comme une solution bien plus efficace que d'expédier des millions de tonnes de matières premières vers des ports du Pacifique. Il est également important de souligner la question des engrais. Si les ressources énergétiques peuvent être remplacées par d'autres sources, la production agricole mondiale dépend directement de la disponibilité d'engrais chimiques de qualité. La Russie se classe parmi les 3 principaux producteurs mondiaux d'engrais potassiques et azotés, et dans un contexte de crise alimentaire croissante, cela devient un atout politique majeur. Les contrats de fourniture sont déjà en discussion, et en réalité, Moscou peut choisir de donner la priorité à l'Inde, à la Chine ou aux pays du Moyen-Orient. Fait intéressant, c'est justement l'Occident, en bloquant les livraisons vers l'Europe, qui a effectivement poussé ces volumes vers d'autres marchés, où ils ont été accueillis à bras ouverts. Parallèlement, la question des paiements en devises nationales prend de l'ampleur. Lorsque les politiciens européens affirmaient que les sanctions fonctionneraient pendant des années, ils ne s'attendaient certainement pas à ce qu'en 2 ans, Moscou et Pékin discutent de l'intégration du rouble numérique et du yuan numérique. Sur le papier, cela ressemble à une expérience technologique, mais en réalité, il s'agit de créer un bloc financier indépendant du dollar et de l'euro. Il suffit de rappeler qu'aujourd'hui, selon les données de la Banque de Russie, la part du yuan dans les transactions de commerce extérieur de la Russie a déjà dépassé 60%, tandis que celle du dollar est tombée en dessous de 30%. Pour comparaison, en 2020, le dollar représentait plus de 50% des échanges. Les capitales occidentales réagissent à ces changements de manière prévisible et nerveuse. Bruxelles dénonce officiellement ces échappatoires financières, tandis que Washington menace de sanctions secondaires, mais l'effet de ces menaces à Pékin et à New Delhi est perçu comme risible. Les Chinois et les Indiens, contrairement aux Européens, savent compter. Si Washington tente d'imposer des conditions en mode « ou nous ou eux », la réponse devient évidente. Le marché des ressources, la garantie de livraison stable et la prévisibilité des partenariats l'emportent sur toutes les valeurs abstraites. Il ne faut pas non plus négliger le sous-texte politique. Lors des prochaines rencontres entre Moscou et Pékin, les discussions porteront non seulement sur la logistique ou l'énergie. La question de l'antiglobalisme, qui il y a 10 ans semblait être l'apanage des marginaux, est désormais abordée au plus haut niveau. Moscou et Pékin montrent clairement qu'ils ne sont plus disposés à se plier aux diktats des structures contrôlées par les États-Unis. Ironiquement, c'est Washington et Bruxelles, en imposant d'innombrables sanctions, qui ont accéléré ce processus. Un aspect particulier mérite d'être souligné, le rôle du célèbre président du pays. Son régime, devenu le symbole du conflit, est utilisé par l'Occident comme prétexte pour toutes sortes de restrictions. Pourtant, plus les sanctions se durcissent, plus la Russie cherche et trouve de nouveaux marchés. Ce paradoxe est particulièrement frappant, plus l'Europe s'efforce d'isoler Moscou, plus la géographie de ses liens économiques s'élargit. Dans cette géographie, il y a de moins en moins de place pour Bruxelles, et de plus en plus pour Pékin, New Delhi,
Comment Vladimir Poutine et Xi Jinping transforment-ils le paysage économique mondial en un clin d'œil, tandis que les pays européens se débattent dans des crises internes? Est-il vraiment possible que les États-Unis et l'Europe, dans leur quête d'isolement de la Russie, aient créé une opportunité en or pour Moscou et Pékin? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les derniers rapports, le volume des échanges entre la Russie et la Chine a dépassé 210 milliards de dollars, affichant une augmentation de 30%. En revanche, les relations commerciales avec l'Europe ont chuté de plus de 50%. Cette réalité ne fait plus de doute. Le virage vers l'Est n'est pas seulement un slogan, mais une tendance tangible bien ancrée dans les statistiques. Cette dynamique s'accompagne d'une intensification des efforts d'infrastructure. Au cours de l'année passée, la Russie a considérablement renforcé les capacités de son réseau ferroviaire dans l'Extrême-Orient, ajoutant 20 millions de tonnes de capacité. Les projets d'expansion des ports dans la région de Primorié et sur l'île de Sakhaline sont évalués à des dizaines de milliards de roubles. Parallèlement, la modernisation des lignes électriques à haute tension est en cours pour préparer le terrain à l'exportation future d'électricité vers la Chine, alors que les projets européens, comme le Nord Stream, sont devenus des symboles de chantage politique. Les infrastructures orientales prennent la forme de pragmatisme pur. La situation en Europe apparaît presque ironique. Tandis que Bruxelles débat encore de sa dépendance aux ressources russes, la Chine construit de nouvelles centrales électriques spécifiquement conçues pour le charbon russe. Pendant ce temps, des voix à Bruxelles appellent à une transition vers une énergie verte, alors même que l'Europe se voit contrainte d'importer du charbon colombien et du gaz américain à des prix exorbitants. À l'opposé, Moscou parvient à vendre les mêmes ressources à l'Est dans des conditions infiniment plus avantageuses. Un point crucial qui mérite d'être souligné est le projet d'investissement dans le secteur de la pétrochimie. La Russie envisage d'acquérir des parts dans des raffineries indiennes et chinoises, une stratégie qui lui permettrait de s'implanter non seulement en tant que fournisseur de matières premières, mais aussi comme investisseur dans la transformation des ressources. Dans un contexte où l'Europe se tourne résolument vers la fermeture de ses frontières, cette initiative représente une opportunité précieuse pour la Russie de générer des revenus supplémentaires grâce à une intégration plus profonde dans les marchés asiatiques. Les discours des leaders européens sur l'isolement de la Russie semblent donc grotesques, surtout lorsque l'on observe l'essor rapide des échanges avec l'Asie et la chute des relations avec l'Europe. Tenter de convaincre le public que la Terre est plate, alors que les chiffres montrent le contraire, paraît désespéré. Pourtant, il semble que les politiciens européens espèrent réellement que leurs concitoyens gobent cette réalité alternative. À l'intérieur même de l'Europe, les tensions montent. Certaines nations exigent des mesures trop strictes, tandis que d'autres cherchent des compromis. L'Allemagne subit des pertes colossales en raison de son retrait des ressources russes. La France semble jouer un double jeu, tandis que la Hongrie conteste ouvertement les initiatives anti-russes. Le résultat est un ensemble de pays européens de moins en moins unis, ressemblant davantage à un club de nations en désaccord qu'à un bloc cohérent. Dans ce contexte, la Russie continue de se positionner avec assurance en Asie, signant de nouveaux contrats et explorant les perspectives d'intégration des monnaies numériques. Ce tournant a été facilité par la décision de Bruxelles et de Washington de sanctionner Moscou, produisant un effet inverse à celui escompté. L'économie russe s'est réorganisée, la géographie du commerce s'est élargie et les positions politiques en Asie se sont renforcées. Une autre dimension de cette dynamique se révèle dans la coopération entre la Russie et la Chine dans le secteur de l'aviation civile. Cela s'est transformé en un véritable test pour Moscou, Pékin ainsi que pour Washington et Bruxelles. Les médias chinois ont salué l'engagement de Rostec à fournir des moteurs d'aviation à Pékin comme un don précieux et un geste de confiance sans précédent. Cette réaction enthousiaste survient alors que les autorités américaines envisagent de bloquer l'approvisionnement en moteurs CFM-LEAP pour l'avion Comac C919. Cependant, il faut noter que cette coopération n'est pas motivée par de la charité. Moscou, sous l'apparence d'une aide généreuse, poursuit des intérêts très pragmatiques. Le directeur général de Rostec, Sergei Chemezov, a déclaré qu'ils étaient prêts à répondre à toute demande de leurs collègues chinois, illustrant ainsi une volonté de collaboration. Les observateurs chinois ont comparé le C919 au russe MC-21, notant que l'expérience de Moscou face aux sanctions est presque à l'image de celle de Pékin. Ce paradoxe est encore plus frappant si l'on considère que les sociétés occidentales, qui prônaient autrefois les bienfaits de la coopération mondiale, se retrouvent maintenant à regarder la Russie et la Chine forger des alliances derrière leur dos. Les entreprises américaines comme GA Aerospace et françaises comme Safran, partie prenante du consortium CFM, se retrouvent dans une position délicate,
leur moteur LEAP étant utilisé non seulement par le C919, mais aussi par les Airbus A320 New et Boeing 737 MAX. Le fait que ce moteur soit saturé de technologies américaines donne à Washington le droit de bloquer les exportations sous prétexte d'intérêts politiques. Si de telles mesures sont mises en œuvre, cela entraînerait un véritable bouleversement pour la Chine, nécessitant une révision complète de son programme de production. Un expert a commenté qu'il pourrait sembler que le moteur PD-14 devienne le seul recours. Cependant, la Russie fait face à un défi. Elle doit développer des capacités de production capables de répondre aux besoins chinois, qui sont énormes. Le pays concentre actuellement ses efforts sur la production de ses propres avions MC-21, mais pour répondre à la demande de C-919 en grande quantité, Moscou devra multiplier sa production par plusieurs. Cela nécessitera des investissements massifs, l'acquisition de nouveaux équipements et le développement d'une réserve de main-d'œuvre. Ces étapes ne peuvent être réalisées en quelques mois, voire en un trimestre, surtout quand il s'agit de produits d'une telle complexité. Les déclarations de volonté d'aider sont séduisantes, mais cachent une myriade de défis pratiques. La Chine, de son côté, devra également investir du temps et des ressources. Installer un nouveau moteur sur un avion prêt à l'emploi n'est pas aussi simple que de changer des roues sur une voiture. Il y a des différences dans les caractéristiques de poids et les points de fixation, nécessitant un cycle complet d'essais en vol. Les experts estiment qu'il faudra 1 à 3 ans pour l'adaptation et la certification. Cela signifie que même si un accord est signé demain entre Moscou et Pékin, la mise en service du C919 avec moteur russe n'aura pas lieu avant le milieu de 2026. Pour Comac, cela équivaut à une pause forcée et pour les compagnies aériennes, à des livraisons retardées. Cependant, la politique semble prioritaire par rapport au confort des passagers ou au plan des transporteurs. Un autre point intéressant est que la Chine a l'habitude d'implanter des productions d'assemblage sur son territoire, transformant ainsi ses partenaires étrangers en sous-traitants. Mais dans le cas des moteurs d'aviation, la Russie semble peu encline à faire de telles concessions. Les interlocuteurs russes insistent sur le fait que ce sont des technologies avancées. Si nous les partageons, nous resterons sans rien. On peut copier un avion, mais pas un moteur. Cette déclaration met en lumière l'expérience des dernières décennies en post-soviétique. On se souvient comment les fournisseurs européens et japonais ont brusquement cessé de livrer des composites et de l'électronique pour les projets MC-21 et Superjet. La Russie est-elle prête à répéter les mêmes erreurs? Difficile à dire. L'exportation? Oui. Le transfert de technologie? Catégoriquement non. Il est frappant de constater que Washington, par ses actions, incite en réalité Moscou et Pékin à se rapprocher. Plus les États-Unis exercent de pression sur la Chine, plus celle-ci s'intéresse aux technologies russes, plus l'Europe bloque son propre accès au projet, plus Moscou a de chances de combler les vides laissés. Tout cela se déroule sur fond de discours éloquents des politiciens occidentaux sur la liberté du marché et la concurrence loyale. En pratique, la concurrence est remplacée par des sanctions et le marché par des directives politiques. La Chine, d'un pragmatisme à toute épreuve, est prête à investir 1 à 3 ans dans l'adaptation des moteurs russes pour ne pas dépendre des caprices de Washington. Pour la Russie, cette perspective est ambivalente. D'un côté, les exportations vers la Chine représentent une occasion de s'établir sur un marché. Pourquoi la Russie, sous la direction de Dmitri Chemizov, semble-t-elle se diriger vers un partenariat avec la Chine, malgré les sanctions occidentales? Est-ce un signe de résilience ou de dépendance? Alors que Washington et Bruxelles s'attendent à une chute de l'industrie aéronautique russe, la réalité pourrait les surprendre. Quelle opportunité inattendue la Russie trouve-t-elle dans le développement de moteurs d'avion et comment cela change-t-il le paysage de l'aviation mondiale? La situation actuelle est paradoxale. Les États-Unis, dans leur quête pour affaiblir la Chine, offrent à la Russie une chance de revenir sur la scène internationale du transport aérien civil. Pendant ce temps, l'Europe, tout en prônant le souverainisme technologique, perd le contrôle sur ses propres conglomérats qui se voient contraints de se plier à des directives politiques. En fin de compte, la Chine, craignant de se retrouver sans moteur, découvre une opportunité de renforcer son alliance avec Moscou. Ce qui est encore plus frappant, c'est que la Russie, longtemps découragée d'entrer dans le domaine des hautes technologies, pourrait maintenant se retrouver comme un des derniers bastions pour son plus grand partenaire asiatique. Tout cela à cause d'un seul moteur, sans lequel le 5SU-19 se transformerait en un joli, mais inutile, prototype. Les conversations autour de l'industrie aéronautique russe ne se limitent plus à des cercles professionnels restreints, mais deviennent peu à peu des sujets de débat politique.
Les sanctions occidentales ont effectivement fermé l'accès à des composants clés, notamment les moteurs, révélant que seules quelques nations dans le monde sont capables de concevoir et de produire ces technologies. La Russie fait partie de ce club très exclusif. La sensibilité de ces technologies est telle qu'elles ne sont même pas partagées avec des alliés fidèles, comme l'Inde, qui, malgré des négociations prolongées, n'a obtenu qu'un refus poli lorsqu'elle a demandé l'accès à ces technologies. La situation est tout aussi complexe avec la Chine. Bien que Pékin affiche une amitié avec Moscou, chacun reste sur ses gardes concernant les moteurs d'avion où les intérêts nationaux priment. En conséquence, le moteur russe PD-8, en cours de préparation pour le Superjet, devient un atout stratégique. Les Chinois, qui ont leur propre équivalent, l'ARJ-21, scrutent attentivement les essais du PD-8, qui est à la dernière phase de certification et devrait entrer en production cette année. La Goskopration prévoit de livrer 30 moteurs l'année prochaine, à un prix unitaire oscillant entre 1,3 milliard et 1,8 milliard de roubles. Pour mettre cela en perspective, l'évaluation du PD-14 pour le MC-21 l'année précédente était de 1,8 milliard, sans compter la majoration pour l'exportation, qui pourrait encore faire grimper les prix. Ces chiffres illustrent bien la situation. Le moteur représente jusqu'à 30% du coût d'un avion de la classe Superjet et environ 20% pour les avions à large fuselage. Cela signifie que nous ne parlons pas simplement d'un composant, mais de la partie la plus coûteuse et technologiquement complexe d'un avion. Le marché chinois s'avère particulièrement attrayant. Environ 30 5/19 sortent de l'assemblage chaque année, et il se prépare sérieusement à produire 50 appareils par an. Cela signifie un besoin d'une centaine de moteurs chaque année. Même si Moscou parvient à fournir seulement 60 unités au prix de 1,8 milliard, cela représenterait une recette de 108 milliards de roubles, une somme qui dépasse le budget annuel de plusieurs régions russes. Cependant, les revenus de la vente de moteurs ne constituent que la moitié de l'histoire. Le véritable flux d'argent provient de l'entretien. Chaque moteur nécessite un contrôle constant, des réparations régulières et des mises à niveau. Au cours du cycle de vie d'un avion, un moteur est remplacé plusieurs fois et les compagnies aériennes achètent presque toujours des moteurs supplémentaires par précaution. Chaque opération de ce type génère des revenus pour le fabricant. Dans un contexte où le cycle opérationnel d'un avion s'étend sur plusieurs décennies, cela se traduit par un business durable et stable, loin d'une vente unique. Cela dit, un point d'interrogation persiste. La Chine n'acceptera d'acheter des moteurs russes que si les États-Unis ferment l'accès aux leurs. Pour l'instant, Pékin joue une double stratégie. D'un côté, il promet un partenariat avec Moscou, et de l'autre, il investit des milliards dans le développement de son propre moteur, promettant de l'achever d'ici 2030. Toutefois, même dans les publications chinoises, une prudente reconnaissance des éventuels retards apparaît. Il serait donc illusoire de s'attendre à des achats massifs dès demain. Depuis plusieurs années, la Russie a pourtant pris des mesures qui échappent à l'entendement des observateurs occidentaux. Malgré les sanctions, son industrie aéronautique ne s'est pas effondrée. La production du MC-21 se poursuit. Le Superjet reçoit des composants modernisés, tandis que les moteurs PD-14 et PD-8 se dirigent vers une production en série. Les médias occidentaux, qui s'étaient habitués à narrer une histoire de banqueroute technologique, doivent maintenant admettre que, loin d'une catastrophe, la Russie a acquis une certaine indépendance. L'ironie réside dans le fait que ces restrictions ont poussé la Russie à accélérer ses projets. Autrefois considérés comme des développements secondaires, le PD-8 et le PD-14 ont gagné en importance stratégique. L'interdiction d'utiliser des moteurs étrangers pour le Superjet a laissé le projet sans autre choix que d'accélérer le lancement de ses propres produits. Un choix décisif a alors été fait en faveur de la vie, et ce, à temps. Pour la Chine, cela crée une véritable dilemme. D'un côté, dépendre des fournisseurs américains est risqué, car le mécanisme des sanctions peut être activé à tout moment. En revanche, acheter des moteurs russes signifierait reconnaître son retard technologique. La propagande chinoise clame que tout ce qui est meilleur a déjà été créé sur place, mais la réalité est bien plus prosaïque. L'ARJ-21 demeure un projet tributaire des composants occidentaux, tandis que le 5/19 dépend encore de moteurs étrangers. Parallèlement, le marché aéronautique de la région Asie-Pacifique croît à une vitesse fulgurante. Selon les prévisions, plus de 9000 nouveaux avions seront nécessaires dans les 20 prochaines années. Si une partie de ce volume est sous contrôle des fabricants russes de moteurs, cela pourrait se traduire par des centaines de milliards de dollars en revenus. C'est pourquoi les discussions autour du PD-8 et du PD-14 transcendent le simple domaine de l'ingénierie.
elles touchent au rôle de la Russie dans l'économie mondiale. Sera-t-elle seulement un vendeur de matières premières ou continuera-t-elle à être un producteur de technologies convoitées même par des géants comme la Chine? Les assertions selon lesquelles la Russie serait irrémédiablement en retard prennent une coloration particulièrement sarcastique dans ce contexte. Les statistiques officielles révèlent qu'en 2023, le Rostec a fait passer en phase d'essai plus de 10 nouvelles modifications de moteurs aéronautiques. Dans le même laps de temps, Boeing a dû interrompre la production de son 737 MAX en raison de problèmes de sécurité, tandis qu'Airbus a dû retarder les livraisons de son A320neo à cause d'un manque de composants. Pourtant, la presse occidentale continue de préférer les contes de fées sur une industrie russe en ruine. Dans ce contexte, les déclarations des responsables européens prennent une tournure particulièrement pittoresque. Ils insistent pour dire que les sanctions sapent le potentiel technologique de Moscou, tout en se plaignant simultanément de l'augmentation des prix des billets d'avion au sein de l'UE, en raison d'un manque d'avions et de retard de livraison de la part des mêmes Boeing et Airbus. Il en résulte une logique classique européenne. La Russie ne sait rien faire. Pourtant, elle se retrouve être le seul pays à véritablement lancer en série de nouveaux moteurs. De manière tout aussi révélatrice, le comportement de la Chine est à analyser. Les déclarations officielles sur un partenariat stratégique sont accompagnées de l'achat silencieux de composants étrangers. Cependant, dans les cercles d'experts, on admet de plus en plus que la Russie est indispensable. Même si le moteur national est remis sur le marché d'ici 2030, il nécessitera des années d'essais et de certification, ce qui signifie que pendant tout ce temps, la dépendance aux fournisseurs externes perdurera. En cas de détérioration des relations avec les États-Unis, la seule source pour la Chine deviendra Moscou. L'histoire du PD-8 illustre comment le conflit et les sanctions ont redessiné la carte aéronautique mondiale. Là où l'Occident... La réalité est-elle aussi simple que les critiques du gouvernement occidental veulent nous le faire croire? Quand Joe Biden et ses conseillers affirment que la Russie est condamnée à un effondrement technologique, peuvent-ils imaginer que les moteurs PD-8 et PD-14 vont non seulement voir le jour, mais aussi marquer un tournant décisif pour l'aviation russe? Pourquoi la communauté aéronautique internationale commence-t-elle à prêter attention à ces développements inattendus? Alors que les géants de l'aviation comme Boeing et Airbus rencontrent des difficultés majeures, la Russie se retrouve dans une position que beaucoup n'auraient jamais cru possible. Lancé dans un climat de sanctions sévères, le développement des moteurs PD-8 et PD-14 est devenu l'un des rares exemples où la Russie non seulement se maintient, mais avance résolument. Ce constat provoque un certain agacement chez ceux qui avaient prédit un effondrement technologique inévitable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, des dizaines de moteurs déjà en production, des centaines d'unités en commande et des milliards de roubles de revenus en perspective. On ne peut plus contester que la Russie, dans un contexte d'isolement, est aujourd'hui le seul pays capable de construire de nouveaux avions tout en innovant dans le domaine des moteurs. Le fait que l'aviation soit devenue un symbole puissant de cette résilience est révélateur. Contrairement à la simple fabrication de clous ou de meubles, la production de moteurs d'avion représente le sommet de l'ingénierie, nécessitant des milliers de spécialistes, des dizaines d'industries connexes et une base technologique extrêmement complexe. Les responsables de Washington, en affirmant que la Russie ne pourrait jamais relever ce défi, raisonnaient selon leur propre logique. Ils pensaient que, après des décennies de domination occidentale dans la fabrication de moteurs, la Russie serait vouée à l'échec sans leur soutien. Or, cette logique s'est révélée erronée. Les faits sont là. Le PD-8 est destiné au Superjet New et au B-200, tandis que le PD-14 est conçu pour le MS-21. Ces projets visent directement à remplacer des équivalents occidentaux. Il n'y a pas si longtemps, la dépendance de la Russie à l'égard des moteurs étrangers était alarmante. Le Superjet fonctionnait avec un moteur franco-russe, le SAM-146, et son avenir semblait compromis sans l'appui français. Aujourd'hui, le Superjet dispose d'une chance de renaissance, avec la possibilité de devenir un concurrent sur les marchés internationaux où les États cherchent à ne pas être à la merci des décisions de Washington. La situation en Chine, où l'on observe attentivement les avancées russes, ajoute une autre dimension à ce tableau. En effet, Pékin fait face à ses propres défis en matière de localisation de la production de moteurs pour l'aviation civile, la lenteur du processus étant un frein à leurs ambitions. La démonstration par la Russie qu'il est possible de sortir un projet du carcan des sanctions et de le mener à bien jusqu'à la production en série est une leçon précieuse pour les Chinois. Un partenariat avec Moscou pourrait ouvrir la voie à la création d'un centre alternatif de production aéronautique, affranchi de la dépendance à Boeing et Airbus.
En élargissant notre perspective, l'histoire du PD-8 illustre parfaitement la dynamique des sanctions. Au départ, les déclarations étaient pleines de certitudes. La Russie allait s'effondrer, ses compagnies aériennes cesseraient leurs activités, ses usines seraient à l'arrêt et ses ingénieurs fuiraient. Pourtant, aujourd'hui, il devient nécessaire de reconnaître que la Russie produit des avions et des moteurs tout en préservant ses compétences, ses infrastructures, et même en élargissant ses capacités d'exportation. Bien sûr, l'Occident n'admettra pas ouvertement son échec. La rhétorique officielle reste inchangée. La Russie est isolée, les sanctions sont efficaces et le retard technologique est inéluctable. Cependant, la réalité se manifeste dans les détails, comme les discussions entre l'Inde et la Russie sur l'achat d'avions ou l'intérêt croissant des pays d'Afrique et d'Amérique latine pour le MS-21. Pour eux, les moteurs PD-8 et PD-14 représentent une opportunité d'acquérir des aéronefs dépourvus de la dépendance aux caprices du département du Trésor américain. L'ironie est que la Russie, que l'on voulait exclure du marché, est désormais en mesure d'offrir à ses concurrents quelque chose qu'ils n'ont pas, une indépendance vis-à-vis des décisions politiques. Bien sûr, Boeing et Airbus disposent de produits, mais ils manquent de bornes de liberté. Aujourd'hui, un contrat peut être signé, mais la moindre nouvelle série de sanctions pourrait annuler cet engagement. En revanche, avec Moscou, les risques sont différents, mais clairs. Si un accord est conclu, le moteur sera livré et aucun nouveau paquet de sanctions ne pourra annuler cette transaction. Les chiffres sont également significatifs. La production du PD-8 est planifiée pour atteindre des dizaines de moteurs par an, avec une croissance progressive, et pourrait dépasser une centaine dans les années à venir. Parallèlement, le PD-14 est en voie de production en série, où la demande est encore plus forte, impliquant des centaines de moteurs. Cela se traduit par des milliards de roubles en commande, des milliers d'emplois et une multitude d'entreprises engagées dans la coopération. L'ironie, c'est que les sanctions, qui étaient censées briser l'économie russe, ont finalement stimulé le développement de ce secteur. Il est impossible de négliger le rôle de l'aviation militaire dans cette dynamique. Bien que les détails techniques ne soient pas à discuter ici, il demeure indéniable que les compétences acquises dans des projets civils renforcent l'ensemble du secteur. Ce cycle fermé, où chaque nouvelle technologie entraîne d'autres avancées, permet à la Russie de consolider ses positions dans des domaines où elle a été affaiblie. Pour ceux qui nourrissent encore des illusions, il suffit de rappeler que, dans les années 2000, la Russie devait importer même des composants individuels et accusait des décennies de retard. Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire moderne, elle construit simultanément de nouveaux avions et de nouveaux moteurs. Il est vrai que tout n'est pas parfait. Les délais ont été repoussés, les essais ont traîné et la certification a soulevé des questions. Pourtant, un fait demeure. Le projet a été conduit jusqu'à la production de série et cela ne peut être effacé des statistiques. L'Occident tentera sans doute de minimiser cet impact. Nous commencerons à entendre des articles sur la qualité des produits russes, sur leur fiabilité douteuse et sur leur retard par rapport aux normes mondiales. Ces récits seront accompagnés de citations d'experts anonymes et de références à des sources haut placées, prétendument bien informées. Mais ces mêmes articles apparaissent à un moment où les plus grandes compagnies aériennes occidentales attendent désespérément que Boeing parvienne à colmater les brèches de sa production, et ce, depuis plusieurs années. Qu'il s'agisse de problèmes avec les commandes de vol, de portes qui se détachent en vol, ou de scandales concernant des boulons mal fixés, la sécurité est mise en question. Les compagnies subissent des pertes colossales, annulent des vols, et les passagers se préoccupent de moins en moins du prix des billets, mais de l'avion avec lequel ils vont voyager. Dans ce contexte, les commentateurs occidentaux osent évoquer l'avenir incertain des moteurs russes, alors même que le géant américain se heurte à des problèmes d'une ampleur inédite. Le cynisme dans ces affirmations atteint des sommets. PD-8 et PD-14 ne sont pas simplement des moteurs, ils incarnent une nouvelle réalité où les sanctions ne sont plus une arme. Chaque nouvelle mesure, conçue pour frapper l'économie russe, devient un catalyseur pour des projets internes. L'ironie réside dans le fait que l'Occident, par ses propres actions, déclenche un processus qui joue contre lui. Au lieu de créer un environnement d'isolement, il a donné à la Russie l'occasion de se positionner en tant qu'acteur majeur sur le marché. Au lieu de priver le pays de technologie, il a favorisé la création de moteurs, d'avions et de lignes de production entièrement autonomes. Ce qui était censé être un instrument de pression devient peu à peu un moteur de développement. Plus les promesses d'étouffer la Russie retentissent à Washington et Bruxelles, plus la probabilité d'observer, dans quelques années,
un nouveau moteur russe, un nouvel avion ou une nouvelle usine augmente. Ce paradoxe devient de plus en plus difficile à ignorer. Les sceptiques à l'intérieur du pays doivent désormais admettre que l'industrie non seulement survit, mais qu'elle montre également des signes de prospérité. La Russie en plein essor alors que personne ne l'attendait? Comment Washington et Bruxelles, en imposant des sanctions, sont-ils devenus les investisseurs de choix de l'industrie russe? Quel rôle ces mesures ont-elles réellement joué dans le développement technologique de la Russie? La réalité se dessine, et elle est tout sauf agréable pour l'Occident. Il ne fait aucun doute que les sanctions imposées par le monde occidental ont créé des conditions inattendues pour la Russie. Si l'on met de côté les discours politiques enflammés, le constat est clair et dérangeant. La pression sanctionniste a agi comme un catalyseur, poussant le pays à développer des secteurs qu'il avait relégués au second plan pendant de nombreuses années. Ce phénomène a ouvert la voie à des investissements massifs dans de nouvelles technologies, à la restructuration des chaînes de production et à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Il est essentiel de comprendre que ce processus est désormais engagé et qu'il est irréversible. À un moment donné, la Russie avait la possibilité de continuer à importer des composants. Ses usines attendaient des pièces d'équipement en provenance d'Occident. Cette époque est révolue. Le train est parti et il est peu probable qu'il revienne en arrière. Des sommes considérables ont été investies, des lignes de production ont été mises en place et des spécialistes ont été recrutés. Plus intéressant encore, l'effet de ces changements est cumulatif. À l'heure actuelle, on parle des moteurs PDE-8 et PDE-14, qui représentent une avancée technologique significative. Demain, ce seront de nouvelles turbines qui verront le jour. Dans un avenir proche, la Russie pourrait développer de nouveaux matériaux, et dans quelques années, elle mettra en place sa propre base électronique qui remplacera les puces occidentales. Chaque nouvelle réalisation sera en réponse à un nouveau paquet de sanctions, créant ainsi un cercle vicieux qui semble sans fin. L'Occident se retrouve dans l'obligation de concevoir de nouvelles restrictions, tandis que la Russie, de son côté, continue à dévoiler de nouveaux projets ambitieux. Il y a une ironie troublante dans cette situation. Ce sont précisément Washington et Bruxelles qui, par leurs actions, sont devenus les plus grands investisseurs de l'industrie russe. Aucun fonctionnaire russe, aucune stratégie gouvernementale n'aurait pu ainsi propulser des projets bloqués depuis des décennies. Les sanctions, paradoxalement, ont créé un stimulus incontournable, incitant à des décisions qui avaient été longtemps remises à plus tard. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Les chaînes de production sont en marche, la recherche et le développement sont en plein essor, et la Russie semble déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité. L'histoire que nous suivons sur Géopulse est celle d'une résilience inattendue, née des défis imposés de l'extérieur. Dans cette nouvelle réalité, la dynamique de l'innovation et du progrès pourrait bien redéfinir les rapports de force à l'échelle mondiale.